Bonjour Carlo Sola. Bonjour monsieur. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous faites partie de ces invités qu'il est difficile de présenter en quelques mots. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs de la littérature européenne et italienne en particulier, de la Renaissance à nos jours. Entre autres, vous êtes un familier de Dante et d'Erasme, on va en reparler. Vous avez été professeur des universités de Turin, de Genève et de Padoue. Et vous êtes depuis janvier 2000 titulaire de la chaire littérature moderne de l'Europe néolatine au prestigieux Collège de France où, je le rappelle, les cours sont gratuits et ouverts à tous, comme on dit, dans les limites des places disponibles. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, l'Europe néolatine? Il y a une différence fondamentale entre l'Europe romane que nous connaissons, c'est-à-dire l'Europe des pays dont la langue vient directement du latin, et l'Europe néolatine qui englobe ceux qui ont choisi l'héritage latin pour se qualifier. Donc Erasme, par exemple. Ça dépasse les conditions de naissance. Moi, j'ai toujours pensé, pas personnellement, mais en héritant, que la civilisation qui nous forme n'est pas seulement un héritage naturel, mais c'est surtout la manière d'hériter, de prendre en charge, de faire mémoire. L'Europe est un immense réservoir de civilisation et il faut savoir en tirer profit. On va parler de l'Europe. Et d'abord, comment est née chez vous cette passion pour la littérature, et qui a commencé par la littérature italienne? C'est quelque chose qui est venu, je dirais, un peu spontanément. Quand je fréquentais le lycée, il y avait des professeurs qui avaient fait la résistance et qui, pourtant, enseignaient le grec avec une force extraordinaire. Donc, je me suis dit tout de suite, ce n'est pas du passé qu'on parle, mais c'est d'un meilleur présent. Et évidemment, les nouvelles générations n'ont plus cette expérience. Là, il y avait vraiment quelque chose d'éthique dans ce témoignage. Et donc, pour nous, avoir à côté des témoins et en même temps des professeurs qui faisaient arriver vers nous les civilisations classiques a été une expérience... Qui remontait le temps. Oui, formidable. Donc, vous diriez que chaque période de l'histoire a une littérature qui lui est propre. Par exemple, est-ce qu'il y a un style littéraire pour la Renaissance, pour le baroque, pour les temps modernes, ou bien est-ce que ce sont les historiens qui recréent après ces différentes périodes de la littérature? Certainement, vous avez raison, les historiens font leur travail et ils créent des cases, des cadres, si vous voulez, aussi un développement. Mais c'est aussi vrai que quand on va à Rome et on voit la coupole de Sant'Ivo alla Sapienza et d'autre part la magnifique coupole de Michel-Ange, on voit bien que c'est deux époques différentes. C'est le Borromini au XVIIe siècle et le XVIe siècle classique. Donc en même temps, s'il y a de l'honnêteté de recherche et de regard, on devrait être fidèle à l'histoire et l'histoire nous dicte les mots pour la représenter aujourd'hui. Alors, vous venez de publier aux éditions Les Belles Lettres un livre sur les vertus communes. De quelles vertus s'agit-il? J'imagine que ce ne sont pas les vertus chrétiennes de la foi, de l'espérance et de la charité. Non, là, c'est des vertus trop héroïques et même pas les vertus cardinales, à savoir la force d'âme, la prudence, la justice, la tempérance. Il s'agit des vertus de chaque jour. On pourrait dire les vertus de l'honnête homme. Oui, exactement. C'est-à-dire la manière d'être, de savoir accueillir, recevoir les autres, ne pas être trop indiscret, ne pas peser sur la terre, comme Dag Hammarskjöld, qui était un grand secrétaire général de l'ONU, l'a dit. Ne pas trop peser sur les autres et sur la terre. Alors quand on voit cette liste, je vais citer quelques-uns quand même, parce que c'est l'affabilité, la discrétion, je vais les citer toutes, la bonhomie, la franchise, la loyauté, la gratitude, la prévenance, l'urbanité, la mesure, très importante, la placidité, la constance et la générosité. Quand on voit cette liste, on se dit que notre époque manque cruellement de ces vertus. D'une certaine manière, oui. Il faut aussi dire qu'il s'agit de vertus qui ne s'annoncent pas, qui ne s'affichent pas. Donc, il n'y a pas
comme on fait aujourd'hui les sondages pour savoir quelle est la vertu la plus pratiquée. Hein. C'est des vertus qui passent sous silence, et donc il est bon de temps en temps de les rappeler. Et je pense que quelques-unes sont complètement oubliées, d'autres sont un peu moins oubliées, mais il est bon de le rappeler. Oui. J'avais envie de vous demander l'une ou l'autre de ces vertus qui vous semblent, à vous, les plus importantes. L'affabilité, certainement. Comme on est en société, on est obligé de parler. Il vaut mieux de parler avec un peu de souplesse, avec beaucoup d'écoute et peu de grâce même. Oui, oui. Et après, évidemment, à la fin, il y a la générosité, c'est-à-dire, je dirais, le devoir de reconnaître que nous recevons plus que nous ne donnons. Ça, c'est, à mon sens, essentiel. Et vous dites aussi que la vertu de la mesure, c'est une vertu centrale, parce qu'elle est une vertu, en fait, de l'équilibre. L'équilibre et aussi de la raison. Ratio, en latin, et en même temps, la raison et la mesure. Donc, être des êtres raisonnables, c'est aussi être mesuré, paisible, puisque quand il y a équilibre, il y a de la paix. On peut dire que l'idée de toutes ces vertus, ce qui traverse toutes ces vertus, c'est de toujours d'essayer de rechercher notre part d'humanité. Tout à fait, et d'essayer de fonder notre rapport à autrui, tout d'abord en nous-mêmes. Parce que, évidemment, le rapport à autrui peut être décevant, alors que nous avons l'obligation d'être en bonne conscience et en bon rapport avec nous-mêmes. Donc, une partie de ces vertus n'est pas tournée seulement vers l'extérieur, mais également vers l'intérieur de nous-mêmes. Alors, si on fait un zoom arrière sur l'ensemble de vos travaux, on voit que l'Europe est au cœur de vos réflexions. Comment l'historien que vous êtes analyse l'état de l'Europe aujourd'hui? Vous direz que l'Europe est un processus qui est encore en construction, ou au contraire, c'est un ensemble qui est en train de se disloquer? La surface des choses dirait que l'Europe est en crise. Mais la profondeur du vécu de chacun et des nations dit au contraire que jamais l'Europe a été aussi unie que maintenant. D'abord, les réseaux de communication. On ne pourra plus défaire les autoroutes, les TGV, les aéroports low cost et même les réseaux Flixbus, etc. Ça, c'est fait. Il est impossible de revenir en arrière. Les universités, lentement, mais substantiellement, ont désormais le même processus de formation. Donc les jeunes circulent. Il y a quelque chose il y a des nœuds qu'il sera difficile de couper. Et donc, il s'agit simplement de savoir mieux hériter. C'est comme quelqu'un qui reçoit un magnifique héritage et s'évertue à le refuser. Ça, je trouve, c'est une fatigue inutile. Alors justement, à propos d'héritage, est-ce que vous pensez, en tant qu'historien, et notamment historien des littératures, vous avez étudié énormément d'écrivains, de philosophes, est-ce que vous pensez qu'il y a, on peut dire qu'il y a une identité européenne? Oui. Hier soir, à Lille, nous commémorions Jean Starobinski. Et quand on voit la correspondance qu'il a eue avec Adorno, avec Denis de Rougemont, avec Marcel Remond, avec Georges Poulet, on voit que l'Europe existe à condition que chacun des intellectuels, chacun des citoyens puisse penser que pour être des vrais citoyens européens, il faut penser l'universel. C'est-à-dire penser au-delà des frontières, même au-delà des frontières européennes. Mais est-ce que ce dont vous parlez, ce n'est pas un petit peu le monde d'hier de Stefan Zweig? Est-ce que ce n'est pas comment dirais-je, une réflexion sur une Europe du passé, une Europe un peu avec une certaine nostalgie d'un monde qui disparaît? Vous avez totalement raison. Du reste, Stefan Zweig est constamment présent dans mes volumes. Mais c'est aussi vrai qu'après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale, Adorno
se demande comment refaire quelque chose de commun et il commence par vraiment les petites vertus, c'est-à-dire frapper avant d'entrer, etc. Oui. Et donc je me dis qu'il est suffisant de ne pas oublier ces grandes personnalités, Thomas Mann. Enfin, il y a un héritage européen qui est fait. Il s'agit simplement de ne pas l'oublier. Aujourd'hui, il y a encore des intellectuels de ce niveau, de cet acabit, de cette dimension en Europe? Permettez-moi d'être franc, j'ai peur que non, et ça fait partie de la crise de cette conscience européenne. Comme Paul Hazard, l'un de mes prédécesseurs au collège, l'avait dit, la crise de la conscience européenne. C'est-à-dire que ces grands esprits qui ont porté vraiment je dirais, une responsabilité, mais aussi un rayonnement européen, sont moins nombreux et aussi moins écoutés. Oui, ils sont pratiquement tous morts. Est-ce que pour vous, les racines de l'Europe sont des racines chrétiennes? Est-ce que vous êtes un historien chrétien? Alors, les racines de l'Europe, il est nécessaire de ne pas les réduire. De ma part, au point de vue historique, je dirais qu'il faut commencer par l'héritage persan, les Phéniciens, les Grecs, les Latins, le monde chrétien. Mais après, il y a aussi le monde arabe qui s'instaure. La moitié de notre vocabulaire vient, notre vocabulaire intellectuel, du grec, mais passé par les traducteurs d'Aristote qui étaient des Arabes. L'autre moitié est faite par des grands passeurs de culture comme les marchands juifs qui étaient disloqués dans les différentes villes de la Méditerranée, Alexandrie, Salonique, Livourne, Marseille, etc. Ça, c'est l'Europe. À mon sens, la faute qui a été faite a été, dans le projet de constitution, d'effacer tout ce qui pouvait ne pas être commun. Mais totalement commun, il n'y a rien. Donc, en réalité, on aurait dû ajouter unité faite par multiplication. Ouais. Est-ce que le rêve d'une unité... Vous rêvez à une unité européenne? Est-ce que ce rêve peut devenir réalité, selon vous? Moi, je pense que oui, à une condition, bien évidemment. C'est-à-dire que l'Europe, et surtout les jeunes citoyens européens, sachent qu'ils ont une immense richesse et que cette richesse doit être sauvegardée et surtout projetée à l'extérieur. Autrement, nous pouvons devenir une espèce de grand musée de l'humanité. On le voit déjà. Des grands continents bougent pour venir visiter ce qu'ils n'ont pas chez eux, ou qu'ils ont oublié, ou qui a été détruit. Nous sommes aussi en train de détruire les Europes qui sont au-delà de l'Europe. Si on pense à ces grands foyers de tradition européenne, Alep, par exemple, maintenant, ça n'existe plus. Alors, il faut aussi que l'Europe sache que ces petites Europes qui sont là méritent d'être sauvegardées. Merci, on pourrait discuter avec vous encore pendant des heures. Je renvoie donc d'abord à votre dernier livre, Les Vertus communes, et puis je rappelle que vos cours au Collège de France reprendront en janvier prochain, c'est le mercredi à 17 h, sur le thème de Vita Nova de Dante à Roland-Barthes. Et ce sera votre dernière année puisque vous arrêtez après. Voilà, exactement. Et comme T.S. Eliot disait que les hommes âgés doivent être des explorateurs, j'essaye de l'être. Merci beaucoup, Carlo Sola. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.